Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. Pendant que le pays est frappé en plein fouet de la pandémie Covid-19, une nouvelle fièvre hémorragique fait sa parution en Guinée. L'information a été déclarée ce lundi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La vie humaine n'a plus de sens avec cette allure. En tout cas, c'est ce que démontrent les responsables de santé de Kankan. Les médecins de l'hôpital régional ont laissé une femme en état de famille perdre la vie pour n'avoir pas payé une rançon de 700 000 francs guinéens. Nous irons dans cette région avec notre correspondant basé dans la deuxième capitale du pays. Et puis, le congrès électif de la FEGIFOOT doit encore attendre. Prévu ce mardi 18 mai, cette élection a été reportée suite à une menace de la FIFA qui a découvert une tentative de violation des statuts et règlements par la commission électorale. C'est tout pour les titres, les détails c'est juste après cette courte pause. Comme annoncé dans le sommaire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a officiellement annoncé un cas de mort de la fièvre hémorragique Lassa au sud de la Guinée, plus précisément à Yomou, et 30 cas identifiés dans un village environnant. Cette maladie transmissible inquiète plus d'un Guinéen. Un virologue s'est prononcé sur cette fièvre hémorragique Lassa. Plus de précisions avec Yaye Oumoubari et Moustapha Diani. Le ministère de la Santé vient de déclarer la présence de la fièvre hémorragique Lassa. Ce virologue en sait quelque chose sur cette fièvre. C'est un virus hémorragique qui fait partie des virus les plus dangereux au monde. Il appartient à la même classe de pathogénicité qu'Ebola, que Marburg. Donc, c'est des virus à contamination rapide et qui se fait par contact direct. Et l'homme se contamine à travers les urines des porteurs qui ne sont rien d'autre que les souris. Et on est contaminé à travers l'air urine, à travers l'air salive quand ils mangent nos aliments et que nous mangeons sans préparer, ou bien les sels qu'ils laissent. Pour l'heure, le pays a enregistré un cas de mort et 30 cas positifs à la fièvre hémorragique Lassa. Pour éviter le pire, Dr Talib Bedos fait quelques recommandations. Lorsque la situation est grave, lorsqu'on reste pendant longtemps avec la maladie, parce que pour que la maladie manifeste, il faut entre 3 et 4 semaines, donc à peu près un mois, la maladie asymptomatique. Et lorsque la maladie apparaît, c'est là où c'est difficile. Mais lorsqu'on vient rapidement, dès que les symptômes apparaissent, on vient directement à l'hôpital, c'est facile d'être sauvé. Cette fièvre apparaît quelques semaines après la déclaration de la fin de la fièvre hémorragique Ebola par les autorités sanitaires du pays. Célébrer le 18 mai de chaque année, la journée internationale des musées a pour objectif de sensibiliser la société sur l'histoire et la culture. À cette occasion, une de nos équipes a rencontré un professeur qui s'est exprimé sur cette journée, Nana Escondé et Ibrahim Paye Camara pour le reportage. C'est depuis 1977 que la journée internationale des musées est célébrée à travers le monde le 18 mai de chaque année. Elle consiste à valoriser et à enrichir les cultures des différents pays. Pour cette année, elle a pour thème l'avenir des musées, se rétablir et se réinventer. En Guinée, cette journée passe inaperçue aux yeux des hommes de la culture. Je crois que cette journée-là devait être démultipliée et voire même qu'il y ait des sessions de formation pour des jeunes qui veulent connaître leurs valeurs de civilisation. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales devaient se donner la main, organiser des choses, envoyer des jeunes à fouiller vraiment ce qui est dans le musée. Parce que c'est la face seulement que les gens voient. Moi, je suis allé, j'ai visité, je sais que dedans, vraiment, c'est de la Guinée. Tout comme autres pays, un musée regorge des valeurs de son peuple. En Guinée, l'état du monument reste à désirer. Très peu de gens fréquentent ce lieu qui incarne les valeurs du pays. Quand vous voulez connaître son pays et que vous n'avez pas fait la formation historique par rapport à vos valeurs, vous pouvez aller dans les musées et apprendre.
Ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est l'engagement personnel des individus. Il n'est pas dit qu'il faudrait que l'État organise. Non. Vous avez besoin de connaître votre valeur culturelle, votre sens culturel. Vous-même, vous pouvez vous déplacer, aller dans les musées, voir ce qui se passe. Et vous lire dans le rétroviseur. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme, alors que la Guinée est un peuple qui a une âme. Donc, cette âme-là se trouve dans les musées. Situé au centre-ville de Kaloum, dans le quartier Sendervalia, le musée national est en abandon total par les autorités du pays. Un endroit qui présente une image peu reluisante d'après certains observateurs. Et puis, la tombée des premières pluies crée des mécontentements sur plusieurs axes routiers de Conakry. Pour preuve, les usagers de la transversale Château-Raïkan-Carrefour traversent un véritable calvaire. Suivez ce constat de Alpha Omar Diallo. Nous sommes sur l'axe Château-Carrefour. Une partie de cette transversale est dans un état dont l'image parle d'elle-même. Des nids de poules, de l'eau stagnante, des caniveaux remplis d'ordures causant ainsi le ralentissement des véhicules qui pratiquent cette route. Depuis 3 ans, nous souffrons ici. Vu il y a la route qui n'est pas bonne, des nids d'oiseaux, et comme vous le constatez, la route est complètement dégradée ici. Au niveau aussi de la moto, ça gâte les suspensions et chaque fois nous sommes obligés de laver, que ce soit la saison sèche et la saison pluvieuse. Face à cette triste réalité, ces piétons s'inquiètent de l'arrivée des périodes de grandes pluies à Conakry. Ils sont venus gratter cette partie de la route à travers une machine qui est stationnée de l'autre côté. Vraiment, nous souffrons aujourd'hui. Depuis quelque temps, les travaux sont en arrêt, dont on ne connaît pas la cause encore. Convoité par les conducteurs des engins roulants pour éviter les embouteillages pendant les heures de pointe, les usagers interpellent le gouvernement à veiller sur l'entretien de cet axe. La situation de notre route est très difficile. Nous souffrons énormément. Les eaux de ruissellement viennent des domiciles pour venir se poser sur la route. Il n'y a aucun passage pour l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait un caniveau pour le passage de l'eau. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que les autorités nous aident à faire cette route parce que nous souffrons énormément. Nous n'avons pas de route, ni de déviation. Et notre souffrance est visible. Les autorités doivent faire de l'entretien de voiries urbaines une priorité afin de réduire le calvaire des citoyens de Conakry avant les grandes pluies, nous a fait remarquer un des usagers. Comme annoncé dans le sommaire, qu'à Cancan, une femme en état de famille de 3 mois a rendu l'âme à l'hôpital régional dans la matinée du dimanche 16 mai 2021. C'est dans la nuit du jeudi 13 mai 2021 qu'elle a été admise dans ce centre hospitalier après avoir ressenti une malaise. Abdoulaye Nkoyassila depuis la Haute-Guinée nous signe ce reportage. La gratuité des césariennes et la prise en charge des femmes enceintes est loin d'être une réalité à l'hôpital régional de Cancan. Caporal-chef Souleymane Kamara, conservateur de la nature, a appris cette réalité à ses dépens ce samedi 16 mai 2021, puisque son épouse est décédée pour n'avoir pas payé 700 000 francs pour effectuer le lavement de cette dernière après qu'elle ait été victime d'une fausse couche. Le samedi matin, comme moi j'ai vu que toujours ça ne va pas, j'ai demandé pour qu'on fasse une deuxième échographie. On nous a dit d'aller faire l'écho. Nous sommes partis, on a fait l'échographie. Il nous a envoyé la fiche soit disant que le fœtus est là sans activité. Ce qui veut dire que le bébé est décédé dans le ventre de ma femme. Que temps pour nous maintenant, c'est de prendre les dispositions. On a quitté, nous sommes venus à la maternité, nous sommes venus trouver la dame Fatou, un certain Fatou Kamara Tenclair. Quand on lui a expliqué le cas, elle me dit qu'elle peut faire le traitement, mais il faut que je paye les 700 000 francs. Ce qui a commencé de l'instant là jusqu'à 4 h du matin où ma femme a rendu l'âme, je n'ai trouvé aucune personne. La sage-femme accusée d'avoir demandé de l'argent à la patiente, ensuite l'abandonner, refute les accusations.
Une femme qui est déjà hospitalisée, avec dossier et reçu, comment je pourrais réclamer 700 000 à cette femme? Et de surcroît, c'est la belle-sœur d'un médecin. Elle a payé à l'hôpital, elle a un dossier, elle a un reçu, elle a le billet de reçu sur son dossier, elle a le billet du bon d'examen du laboratoire sur son reçu. Elle a ses produits. Je ne sais pas les produits, où elle a payé les produits, je ne sais pas. Mais chez nous ici, l'hospitalisation est sur le dossier, vous pouvez voir le dossier. Elle est pour l'instant suspendue de ses fonctions ainsi que le médecin-chef de la maternité de l'hôpital de Kankan est remise à la police pour les fins d'enquête. Et maintenant, là où je vous parle, il y a eu des sanctions maintenant. La dame est suspendue complètement pour le moment. Depuis le matin très tôt, c'est ce qui a été le premier travail, avant tout d'abord. Donc on attend maintenant, là, après l'interview de la police, et après avoir envoyé encore les rapports, donc on attend la réaction des chefs. Oui, mais lui aussi sera sanctionné. Mais on attend d'abord le soin à la police même pour qu'il puisse faire le travail d'abord. Pour le moment, et puisque c'est elle qui était de garde, à ce qui concerne le chef de service, on a déjà signalé ça et les chefs techniciens vont prendre des dispositions par rapport à ça. Oui, maintenant là, oui. D'abord au commissariat et après là-bas, je crois que ça doit continuer. La victime, Mariam Kandé, est élève à l'école des soins de santé communautaire de Kankan. Elle a rejoint sa dernière demeure dimanche 16 mai 2021. Plus de 200 personnes palestiniennes et 10 Israéliens ont été tués depuis le début du nouveau cycle de violence entre l'État hébreu et des groupes de Palestiniens. Suivez ce commentaire de Kadia Toubari. Ces derniers jours, l'aviation israélienne a multiplié les frappes contre les plus hauts bâtiments du centre de Gaza. Ce message porté par l'armée israélienne tente donc d'imposer l'idée d'une guerre qui, à grand renfort de technologie, ne ciblerait que les combattants du Hamas. La tour Jala, qui a été frappée ce samedi, hébergeait pourtant 2 organes de presse, la chaîne qatarienne Al Jazeera et l'agence internationale américaine Associated Press. Selon l'armée israélienne, le Hamas y aurait dissimulé des infrastructures militaires. Pour les civils, les journées et les nuits se déroulent au rythme des bombardements jugés plus intenses que lors du dernier conflit qui a opposé les deux parties en 2014. À la crise sécuritaire s'ajoute le risque d'une crise humanitaire avec près de 40 000 Palestiniens déplacés et 2 500 personnes qui ont perdu leur maison dans les bombardements. Lors d'une conférence de presse lundi 17 mai, le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que 3200 roquettes Qassam avaient été tirées de Gaza. Il a précisé qu'en réaction, l'armée israélienne avait détruit 850 cibles à Gaza et tué 130 combattants du Hamas. Il a également indiqué comment l'aviation israélienne frappait les immeubles du centre de l'enclave. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une 4e fois en urgence ce mardi 18 mai, alors que les États-Unis refusent toujours l'adoption d'une déclaration appelant à une cessation des violences. Le président américain Joe Biden, accusé par son camp de manque de fermeté face à Israël, a exprimé lundi son soutien à un cessez-le-feu lors d'un nouvel entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sport pour clôturer cette édition d'information qu'initialement prévue ce mardi 18 mai 2021, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football a été reporté pour une seconde fois à une date ultérieure. Ce report fait suite à une lettre de la FIFA demandant à la commission électorale d'annuler cette élection par faute du non-respect des textes juridiques qui rejoignent le fonctionnement de la FEGIFOOT. Ibrahim Diallo pour plus de détails. Alors que tout était mis en place pour le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, c'est un désespoir total qui règne ce matin dans cette salle. La FIFA a adressé un courrier à la commission électorale d'annuler cette élection par le non-respect des textes et règlements intérieurs de la FEGIFOOT. Ce troisième vice-président de cette institution reconnaît les manquements notifiés, même si par endroits il parle d'une main noire derrière. Il faut se dire la vérité, il y a des personnes qui travaillent à l'ombre pour mettre les bâtons dans les roues, mais aussi il y a eu des manquements.
il faut le reconnaître, le processus électoral, il y a eu beaucoup de manquements, d'autant plus que la FIFA à un moment donné a attiré l'attention de la commission électorale. On n'a pas tenu compte de cela. En plus, il y a eu des candidatures qui ont été annulées et reprises. Je pense que c'est tous ces manquements qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à l'Assemblée. Selon Alpha Daï Diallo, les membres statutaires n'ont pas la maîtrise des statuts et règlements intérieurs de cette institution. Les statuts là, normalement, chaque congrès, chaque assemblée, on devrait lire, consulter les statuts. Mais chaque assemblée, les gens viennent, ils acclament, on ne lit pas les tests, on n'a pas révisé les tests. C'est regrettable. Parce que moi, je m'attendais, la réaction de la FIFA, du fait que la FIFA et la CAF n'ont pas envoyé des gens, moi j'attendais. Parce qu'à chaque assemblée, il y a la FIFA et la CAF qui se déplacent. Mais il n'y a eu aucune information sur ça. On attendait l'information, mais du fait qu'on n'a pas vu un courrier de la FIFA, soit disant il y a des délégations qui doivent arriver, et de la FIFA et de la CAF, moi je m'attendais. Ce journaliste sportif fustige l'incompétence de la commission électorale à gérer cette crise. On nous a appris que la commission, les décisions de la commission électorale de recours sont sans appel. Il vous souviendra que cette commission avait invalidé la candidature de M. Boubatri. Et Boubatri est revenu dans la cour sur quelle base juridique? Alors qu'on nous brandit à tous les niveaux que les décisions de la commission électorale de recours sont sans appel. Pour éviter la mise en place du comité de normalisation et des sanctions contre la Guinée, des spécialistes du football demandent à la FEGIFOOT de statuer sans délai sur les recommandations de la FIFA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de votre confiance à la télé du 21e siècle et bonsoir tout le monde.